Hey, attendez, on serait pas sur la vidéo la plus originale de toute la plateforme de l'histoire de YouTube? Un top personnage? C'est ça, hein? C'est ça? Ah oui, alors ça c'est beau. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouvel instant Game of Thrones. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, comme d'habitude, le t-shirt est de sortie pour parler de Game of Thrones, le top 5 de mes personnages préférés, de mes meilleurs personnages. Et alors évidemment, je précise tout de suite, ce n'est pas l'opinion commune, ce n'est pas objectivement les 5 meilleurs personnages, ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. Ce sont ceux pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, pour lequel je me suis le plus assimilé, et évidemment dans les commentaires juste en dessous, j'ai hâte également que vous puissiez me donner quels sont les 5 personnages qui vous auront le plus marqué dans la série à l'aube de cette 8ème saison. Et alors juste avant de commencer ce top, qui d'ailleurs commence par une égalité, je tenais à vous préciser à quel point ça a été difficile pour moi de savoir où est-ce que j'allais placer Jon Bernthal finalement. Que faire? Je suis perdu là, je ne sais pas. Commencer un top par une égalité, c'est forcément délicat. Encore plus quand on parle de deux monstres de Game of Thrones, dont la Khaleesi la plus vénère de tous les temps, Daenerys Targaryen. Cela étant, honneur aux dames et au-delà du charme d'Emilia Clarke, Daenerys m'a convaincu malgré de nombreux détracteurs. Car au fil des saisons, la mère des dragons a absolument tout enduré, et c'est précisément pour ses épreuves, son parcours et sa douleur que je n'ai jamais pu rester indifférent à cette femme. Chacune de ses apparitions m'a toujours tenu en haleine, comme si par toutes les émotions qu'elle avait vécues, je me devais de la défendre et avoir une profonde empathie pour elle, mais aussi pour son entourage et lui faire à mon humble niveau allégeance jusqu'au trône. Daenerys, c'est aussi le symbole de ce que j'ai toujours adoré dans la série, le sens du voyage. Du campement de l'excellent Drogo à Astapor en passant par Père Dragon, les plus beaux décors, les scènes les plus grandioses arrivèrent souvent de la Targaryen, dont l'évolution et la lutte des classes fut non seulement capable de me toucher, mais aussi d'aborder des sujets difficiles et délicats. Son évolution, c'est un peu l'histoire d'une revanche poétique, où croire en soi fidélise un peuple, et là-dessus, Emilia Clarke fut tout aussi prenante que sublime. Bon, et d'un point de vue plus subjectif, je crois qu'il faudrait vraiment être difficile pour ne pas apprécier ce bon vieux Drogon. Mais qui dit égalité, dit quand même en face... Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it, but I wish that I had. Oui, associer Daenerys à l'orateur fou, la classe improbable d'un Tyrion détaché, désinvolte prenant en maturité au fil des épisodes, fallait oser. Mais l'avantage avec Tyrion Lannister, c'est que t'as pas besoin d'expliquer pendant 30 ans pourquoi tu l'apprécies. Ses monologues, son jeu et sa sensibilité parlent pour lui. Si je place les deux personnages à l'entrée de mon top 5, c'est que d'une certaine façon, ils me font comprendre par leurs actions à quel point Game of Thrones demeure l'une des séries les mieux écrites pour ces personnages. Et aussi à quel point je pouvais avoir hâte, après tant d'épisodes, de ces réunions épiques entre plusieurs dynasties. Targaryen et Lannister ensemble pour lutter contre le mal, qui aurait pu l'imaginer? Pourtant, de l'exil d'un Tyrion plus que jamais en difficulté à l'estime d'une Daenerys pour celui-ci, les deux devinrent presque inséparables et indétrônables. Au point de me provoquer une de mes plus grandes émotions de la série, une fois Tyrion enfin reconnu pour son humanité, devenant main de la reine Targaryen. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort dans une série, quand elle emmène à ce point le spectateur dans une histoire folle, à tel point que pour lui aussi, les événements deviennent l'une de ses victoires. I'm not sure if it's right. I name you Hand of the Queen. Et alors c'est pour ça que je voulais pas les dissocier, parce que la poésie qui émane de Tyrion dans sa relation avec son père, mais aussi dans la relation avec Jaime, qui est assez fraternelle. Fraternelle évidemment, mais plutôt fraternelle quand tu vois comment ils peuvent tous pas se blairer dans cette famille de toute façon. Mêlé au courage, à la force et à l'abnégation de Daenerys, pour moi ça en offrait un duo que j'avais hâte de voir et que je trouvais plutôt intéressant d'associer à la 5ème place de ce classement. Everything they say is true about Jamie and me. No, Your legacy is a lie. I don't believe you. Yes, you do. Dans une histoire de famille, si tu veux comprendre l'héritage, il faut souvent se tourner vers les parents. Et dans cette situation made in Game of Thrones, c'est le paternel. Car cette phrase représente bien la prestation XXL de la classe anglaise Charles Dance. Métamorphosé dans le rôle d'un Tywin antipathique et cruel, il était évident qu'avec un rôle chez HBO, j'allais forcément l'attendre au tournant, demeurant encore aujourd'hui l'un de mes acteurs fétiches. Tywin m'a toujours fasciné par une dualité assez atypique, dans son esprit, sa façon de forger la personnalité de ses enfants, mais aussi dans son côté
côté glacial préférant nier l'évidence et diriger sa famille comme des soldats dans le seul but de glorifier sa maison. Toutefois, au-delà des phrases qui est de son côté SOS, ma famille a besoin d'aide, Tywin, c'est aussi un homme complexe, dont l'intégrité et la passion forgèrent sa réputation. Insatiable, il voyait comme beaucoup le danger que représentait Joffrey, par exemple sur le trône, tentant de faire de Tommen un roi plus clément, plus juste et plus digne. Son duo avec Arya fut l'un des plus marquants d'une deuxième saison lente, un jeu de dupes se transformant en affection sincère, et une autorité se laissant pour la première fois aller à quelques révélations sur son passé, douleur qu'il s'empêchait jusqu'alors de ressentir. Si j'adore cette main du roi, c'est bien parce qu'à l'instar de ce type de personnages géniaux, il y eut toujours beaucoup plus à voir en lui que ce que l'on montre aux protagonistes ou aux spectateurs. C'est simple, quand Charles Dance arrive, tu la fermes et tu écoutes le professeur Punchline. L'un des seuls hommes à avoir eu un réel impact sur Cersei, rien que par son charisme. Tywin, c'est donc le devoir par la main de fer, quitte à tourner le dos à ses sentiments. Et quand c'est bien dosé, c'est tout simplement un personnage 5 étoiles. I am Queen Regent, not some broodmare. You're my daughter! You will do as I command, and you will marry Loras Tyrell. My children. You disgraced the Lannister name for far too long. Et forcé à tous, à mon avis, de confesser que, pour un homme qui est mort au WC, c'est plutôt pas mal ce qui s'est passé avec Tywin en 4ème position. Si on m'avait dit un jour que le grand méchant de Resident Evil finirait dans le top 5 de mes coups de cœur Game of Thrones, je crois que je l'aurais pas cru. Non, ne faites pas ça! Non! Pourtant, si la danse des personnages secondaires cultes continue, j'ai vu en Jorah une classe si simple mais tellement efficace qu'il caractérise pour moi l'un des hommes se rapprochant le plus de Ned Stark, l'homme comprenant le sens de l'honneur. Car vous ne trouverez pas un personnage dont l'histoire avait pourtant aussi mal commencé. Entre trahison, déshonneur et exil par ce même Ned Stark, la motivation de Jorah fut toujours de se racheter une conduite pour 2 raisons principales, laver son nom et prouver son amour. Alors à partir de ce moment-là, son aventure me touche, car Jorah c'est le personnage que je voulais absolument voir survivre saison après saison. Conscient que la tristesse de son sort, d'un amour impossible à une rédemption difficile, mériterait une fin heureuse. Dans son regard et sa profonde naïveté, il y a quelque chose en Ian Glenn qui nous assimile tout de suite à son jeu, sa fantasque sobriété. À l'aube de la 8ème saison, le conseiller de la dernière Targaryen assume toucher par sa sincérité, son abnégation, son sens incroyable du devoir et surtout cette force de caractère à tout affronter d'une maladie incurable à un tournoi mortel. Définition du devoir par excellence, il est impossible aujourd'hui de ne pas avoir une profonde empathie pour le destin de Jorah Mormont. I return to your service, my queen. If you'll have me. It would be my honor. Pour cette 2ème position, cette fois on quitte les lointaines contrées de Daenerys, on quitte même Port-Réal avec les Lannister pour aller dans le nord, pour aller dans le froid avec un personnage assez atypique mais qui m'a énormément touché. If you ever come back this way, I will execute you myself. Loin de la royauté et des sorcières plutôt portées sur le sexe, je ne vise personne, il y a Walter White. Enfin non, pardon, Sir Davos. Ironie de l'homme honnête au cœur d'une guerre qu'il dépasse, je me souviens avoir adulé Davos dès sa toute première apparition. Il y a quelque chose de presque non Game of Thrones en lui, comme un homme à contre-courant. Par son humanité, sa bienveillance et un humour tendre aux yeux des autres, son parcours fut pleinement à la hauteur de mes espérances. C'est sans faire parler de lui que Davos devint un indispensable de la planète HBO, et je me souviens avoir attendu son émancipation du cancer Stannis Baratheon avec impatience pour pouvoir entièrement profiter de son personnage, à l'instar d'un Jaime avec Cersei. Particulièrement touchant dans sa sagesse et ses prises de décision, il était de ceux dont l'être humain passait toujours en priorité dans un monde qui ne le permettait plus. Comme dans sa façon de prendre soin de la fille de Stannis, des cours du soir à un côté paternel perdu depuis la grande bataille de Port-Réal. Peut-être pas celui auquel on penserait en priorité, Davos en reste pour moi un symbole assez particulier, celui me faisant comprendre qu'il y a toujours du bon en chacun d'entre nous. Lueur d'espoir pour un potentiel final en happy ending. D'un point de vue plus subjectif, je signalerai une très grande ressemblance entre le jeu de Liam Cunningham et Bryan Cranston dans l'attitude, les mouvements et le regard. Pour les connaisseurs, analysez l'acting corporel des 2 personnages et vous verrez clairement des similitudes. D'ailleurs, même voix française pour les 2 hommes, est-ce une coïncidence? Je vous pose la question. We may as well be taking shit back here.
Et juste avant d'arriver à la première place de ce classement, quelques petites mentions honorables quand même. Je vais vous en donner 4 histoire que vous ayez ce qui aurait été pour moi le top 10 de mes personnages cultes de Game of Thrones. Avec évidemment Ned Stark, puisque tout part de là. Khal Drogo, forcément, Jason Momoa, je pense que ça suffit à lui-même. Alors honnêtement, s'il avait fait ne serait-ce qu'une saison de plus ou 2 saisons de plus, il aurait fini sur le podium, j'adorais ce mec. Le duo atypique avec Daenerys comme un cheval finalement dressé, j'ai trouvé ça génial. Arya Stark, forcément, je pense que ça ne choquera personne. Et alors si j'ai beaucoup hésité avec Tormund, c'est vrai que Ramsay Bolton, ce vil gourgandin, cet homme simple et distingué, un être humain avant tout. Ah lui, s'il n'existe pas, il faudrait l'inventer, il est fabuleux, lui, il te fait passer des gannes pour un enfant de cœur, c'est génial. The things I do for love. L'indispensable, la meilleure putain d'évolution de cette putain de série. Je pourrais, et je le ferai, parler pendant des heures de Jaime Lannister, tant le mot rédemption se dessine à la perfection autour de lui. C'est simple, aucun autre anti-héros puis héros de Game of Thrones ne m'aura mis les larmes aux yeux, rien que par un rictus, une émotion ou un geste. Parce que soyons d'accord, on partait quand même d'un mec balançant du haut d'une tour un gamin de 8 ans pour pouvoir s'envoyer sa sœur. Alors aussi bien du côté des SOS enfants battus que de 36 cases inceste, il y avait quand même peu de chances de le voir un jour devenir un homme bon, dont les épreuves furent à la hauteur de son évolution. Yeah, this should help you remember. Guerrier, manchot, vantard ou torturé, Jaime Lannister c'est tout ce que j'aime dans une série et c'est aussi objectivement l'homme de l'ombre idéal. Sous-exploité une grande partie du récit, chacune de ses apparitions, de son amour aveugle pour Cersei à ses aveux à Brienne, faisait de Jaime une leçon d'humilité au cœur d'une histoire violente. Car les plus grandes émotions de la série me vinrent de ses prises de décision et de la souffrance qu'il pouvait communier aux spectateurs. Détestable pour devenir adulé, sa rédemption prit rapidement des allures assez proches de James Ford dans Lost. Deux hommes dont le parcours atypique dévoila une affection que l'on ne pouvait imaginer, prêts à sacrifier leur vie pour finir seuls et incompris, parfois même rejetés de leur propre clan comme ce fut le cas pour Jaime avec Cersei. Alors rajoutez la prestation exceptionnelle de Nikolaj Coster-Waldau, aussi sobre qu'efficace, et vous obtenez l'un des protagonistes les mieux écrits de l'histoire de la télévision. Béni soit le véritable roi. Voilà donc pour ce classement le top 5 de mes personnages fétiches. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je me devais de finir avec Jaime Lannister parce que pour moi c'est celui qui m'a vraiment ancré dans Game of Thrones. Au début c'est vrai que je l'adorais pour son côté dédaigneux et détestable, arrogant, et par la suite il s'est acheté une conduite exactement comme des personnages que j'adore. Arthur Morgan dans Red Dead, Negan dans Walking Dead, James Ford dans Lost, ça fait partie de ce genre de personnage qui commence bad guy pour devenir une sorte d'homme bon par la suite, et c'est pour moi la marque des grands personnages. Jaime Lannister, t'as pas intérêt de mourir en saison 8, Jaime. That felt pretty cool.